Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur le contexte économique et social de la France. Quelle situation laisse François Hollande au futur chef de l'État? Quelles seront les éventuelles marges de manœuvre une fois l'élection passée? Nous détaillerons aussi les principales mesures économiques des candidats. Sur ce sujet, le débat est à suivre. À 10 jours du premier tour, les candidats accélèrent pour tenter de convaincre les indécis. Meetings, petites phrases et stratégies de fin de campagne. Analyse de ce paysage toujours aussi mouvant. On insistera notamment sur le vote utile. Va-t-il jouer? Et si oui, en faveur de qui? Sur ce thème, le match des idées opposera Jean Birenbaum, directeur du Monde des livres, à Erwan Lenohan, professeur de droit et chroniqueur à l'Opinion. Enfin, l'entretien. Mon invitée est philosophe, historienne des idées, auteure de nombreux ouvrages. Elle vient de publier ce livre. Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir? Aux éditions du Cerf. Alexandra Leynel-Lavastine pour le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos questions ou vos réactions avec notre hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon, l'actualité du jour. Il est signé Mounir Soussi. Le gouvernement au chevet de l'usine Whirlpool d'Amiens. Reçu par le Premier ministre, l'intersyndicale a obtenu la création d'un comité de suivi qui sera maintenu après l'élection. Le groupe d'électroménager américain a annoncé la délocalisation de l'usine en Pologne pour le 1er juin 2018. Les 290 salariés espèrent que des repreneurs se manifesteront avant cette date. La campagne à droite. La question pénitentiaire fait irruption dans la campagne. Les surveillants de la prison de Villepinte ont bloqué l'établissement pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. La maison d'arrêt accueille actuellement 1117 détenus pour 587 places. Nicolas Dupont-Aignan était sur place aujourd'hui et il a déroulé ses propositions. La réalité, c'est que si on voulait accueillir correctement déjà tous les détenus, il faut 10 000 places de plus pour éviter la surpopulation. Premier point. Deuxième point, il faut, et je propose en tout, 40 000 places, c'est-à-dire 10 000 pour régler le problème de la surpopulation et 30 000 pour régler le problème de l'exécution des peines et éviter de mélanger des terroristes avec des primo-délinquants. La campagne à gauche. Je pense que c'est une diversion. Du protectionnisme, pourquoi? Pour protéger les emplois. Mais une des premières choses pour protéger l'emploi, c'est d'arrêter ces grands groupes qui licencient. Et je ne les entends pas. Là-dessus s'engager. Ils ne s'engagent pas là-dessus. C'est beaucoup une diversion. C'est une diversion pour justement qu'on regarde l'Europe et puis pour qu'on ne voit pas finalement qu'on est confronté véritablement à une minorité qui tient entre ses mains vraiment les secteurs les plus importants de l'économie et qui les dirige en fonction de leur intérêt individuel, égoïste, et qui fait qu'effectivement on voit ces fortunes s'accumuler à un pôle. Donc il y a un combat à mener contre ces groupes qui sont insatiables, qui n'en ont jamais assez. Marine Le Pen. Le QG de campagne de Marine Le Pen ciblé par une tentative d'incendie la nuit dernière. Le feu a rapidement été maîtrisé au rez-de-chaussée de l'immeuble, endommageant une agence d'assurance. Un groupe affirmant s'appeler Combattre la xénophobie a revendiqué l'action. Le Front National avait déjà réclamé une guerre statique. Le ministère de l'Intérieur étudie un renforcement de la protection des lieux. Entreprise. Une femme à la tête du plus grand syndicat agricole français. Christiane Lambert, seule candidate à la succession de Xavier Belin, disparu soudainement en mars, a été élue à la tête de la FNSEA. Principaux dossiers sur le bureau de la nouvelle présidente, la préparation des prochaines négociations de la PAC et l'installation d'une nouvelle politique du prix pour soutenir les revenus des agriculteurs. International. Bachar al-Assad réplique sur le terrain médiatique. Dans un entretien à l'AFP, le président syrien dément toute implication dans l'attaque chimique qui a tué 87 personnes dans l'ouest du pays. Il dénonce une instrumentalisation de cet événement destiné à justifier des frappes sur son aviation. Bien sûr, il s'agit pour nous d'une fabrication à 100%. Nous ne possédons pas un arsenal chimique et même si nous l'avons, nous ne l'utiliserons jamais. Il existe plusieurs indices, même en l'absence de preuves, car personne ne possède d'informations certaines ni de preuves tangibles.
Retour à la campagne présidentielle et 10 jours avant le premier tour, on pose cette question ce soir. Dans quelle situation économique et sociale se trouve la France au sortir du quinquennat de François Hollande? Déficit, dette, chômage, quelle est la situation réelle du pays? Et au vu de ce contexte, quelles peuvent être les marges de manœuvre du chef de l'État, du futur chef de l'État? Et puis que valent aussi les propositions économiques des candidats? Sur tous ces sujets, le débat avec nos invités ce soir. Jennifer Pizziccara, bonsoir. Vous êtes déléguée général de la Fondation Concorde. Avec nous également à vos côtés, Marc Landré, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef et responsable du service Économie France au Figaro. Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Économiste, membre des économistes atterrés, auteur du livre Introduction inquiète à la Macron-économie. Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombeau est là. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, d'abord la situation actuelle et donc le bilan de François Hollande vu par Quentin Calmet. Indicateur, le taux de chômage, particulièrement scruté pendant le quinquennat de François Hollande. En France métropolitaine, 9,7% de la population active est au chômage, soit 2,8 millions de personnes. Un chiffre élevé qui stagne depuis 2012 autour des 10%. En cause, une croissance faible tout au long du quinquennat, bien en dessous de la moyenne des pays de l'Union européenne. En matière de finances publiques, le bilan est meilleur avec un déficit à 2,8% du PIB, sous la barre des 3%, donc imposée par les critères de convergence de l'Union européenne. La dette a pour sa part continué à augmenter sous le quinquennat, mais moins vite qu'auparavant. Elle s'élève à 2160 milliards d'euros, soit 97,6% du PIB, contre 90 au début du quinquennat. On va bien sûr rentrer dans les détails, mais si vous deviez résumer en un mot, allez, quelques mots, le bilan économique de François Hollande, l'état de la France après son quinquennat, que diriez-vous, Marc Landré? Moi, j'inverserais une formule connue. Vous savez, cette fameuse formule qui dit quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Je l'inverserais. C'est-à-dire qu'en vérité, la situation économique de la France, c'est quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me désole aussi. Et encore plus. Parce que quand on regarde effectivement, par rapport à 2012, la situation économique de la France s'est améliorée, c'est indéniable, mais elle s'est beaucoup plus améliorée, beaucoup mieux améliorée dans tous les pays européens, que ce soit en matière de déficit, la décrue est beaucoup plus importante, que ce soit en matière de chômage, la décrue est plus importante. En évolution, c'est mieux partout ailleurs qu'en France. Alors effectivement, par rapport à la situation que François Hollande a trouvée, c'est mieux. Mais par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est beaucoup moins bien. Est-ce que vous partagez ce diagnostic, Thomas Porcher? Effectivement, il y a des indicateurs qui vont un petit peu mieux. Le déficit a été réduit, il est passé de 4,5 à 3,5%. Donc c'est vrai que selon les critères européens, les déficits ont été réduits, mais le chômage a fortement augmenté. On a 500 000 chômeurs en plus. Donc on a réduit les déficits sans croissance, en faisant des coupes. On a coupé de 40 milliards les 2 dernières années. Ce qui n'a pas relancé l'économie et ce qui a fait qu'on avait 500 000 chômeurs. On a quand même un pays qui est assez fracturé. On a un président qui s'est fait élire en disant qu'il allait taxer les hauts revenus, qu'il allait apaiser le pays. Il a finalement taxé les classes moyennes, il a fait des cadeaux aux grandes entreprises, il a fait gagner 10 points au Front National, 10 points de pourcentage au Front National sous son quinquennat. Donc vraiment, je trouve moi que le résultat est pas très glorieux. Certes, il y a eu cette réduction des déficits, mais le chômage a explosé, l'équilibre, je dirais, global, est pas très bon. Jennifer Pizziccara, quel est l'héritage, selon vous, laissé par François Hollande, économique et social? Il a contribué à poursuivre le déséquilibre qui existait déjà dans l'économie française, avec d'un côté une sphère privée qui ne peut plus financer la sphère publique et qui ne peut plus être compétitive en finançant en fait cet excès de dépenses publiques qui aujourd'hui atteint 57% du PIB, avec les résultats qu'on connaît, le taux de chômage à 10%, alors que nos voisins, comme le disait M. Landré, réussissent à avoir des taux de chômage de 4 ou 5% en Angleterre et en Allemagne. Et si on posait la question à l'envers, Jean-Luc Gombeau, qu'ont retenu les Français, selon vous, de ce quinquennat sur le plan économique? Est-ce que c'est peut-être d'abord la fiscalité, d'ailleurs, de ce quinquennat, comme du précédent? La hausse des impôts continue? Alors moi, je dirais qu'ont retenu les Français, c'est le fait que M. Hollande ne se représente pas. Oui, ça, merci. Oui. Voilà. Et donc, le fait lui-même a retenu le bilan de son quinquennat de cette façon-là. Et donc, c'était une illustration, il a sondé les Français. Et il a vu ce qu'ont retenu les Français, il a conclu, je ne me représente pas. Quand il parle de son quinquennat, il en parle de manière positive. Il dit que son empêchement, c'est une situation politique. D'accord, mais enfin, alors même la question politique, visiblement, il ne l'a pas résolue. Donc, moi, je dirais que le quinquennat, je suis très surpris de ce que vous disiez à l'instant, je crois surtout qu'il n'a rien résolu. C'est-à-dire que la situation ne s'est pas aggravée, bien entendu, il y a même des points où elle se serait plutôt améliorée, de ci, de là, bon. Mais c'est surtout le fait qu'il
il n'a pas réussi à résoudre le problème. Alors c'est vrai que dans un premier temps, il s'est trouvé devant un problème dérapage des finances publiques. Il a tenté de résoudre la question avec une hausse faramineuse des impôts. Prélèvement obligatoire. Prélèvement obligatoire. Sur le quinquennat, les Français, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Il y a 40 milliards d'impôts supplémentaires sur les couches essentiellement moyennes supérieures. Hein, mais et évidemment, avec ça, il a peut-être enrayé la dégradation des finances publiques. On peut lui prêter. Mais globalement, à la fin du quinquennat, le déficit, c'est pratiquement pas résolu par rapport au PIB. Donc, en fait, il n'a pas réussi. La compétitivité, qui était son deuxième cheval de bataille, quand on regarde les chiffres du commerce extérieur à la fin du quinquennat, ça s'est beaucoup plus dégradé. Donc, en fait, il n'a pas réussi à résoudre le problème. Et la question de la campagne présidentielle d'aujourd'hui, c'est qui a la clé? On va en parler, ça c'est la deuxième partie. N'allez pas trop vite. Hein. Non, je vais pas que trop la vite, musique du débat, Jean-Luc Gombault. Mais attendez, pardonnez-moi, vous tous, et je suppose vous aviez remarqué évidemment, Marc Lambret, tous ces petits éléments positifs. On avait parlé du taux d'intérêt faible, du pétrole peu cher. Bon, l'alignement des planètes. Bah oui, alors pourquoi il n'a pas favorisé la situation? Parce qu'il a fait des mauvais choix de politique économique. Je veux dire, des choix de politique économique qui n'ont pas été faits par nos voisins, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, in fine, ils s'en sortent mieux. Je veux dire, on va prendre quelques exemples. Le Portugal, qui était dans les bas-fonds de la situation européenne il y a 5 ans, aujourd'hui, est l'un des meilleurs pays en Europe en matière de croissance, en matière de baisse de déficit, en matière d'emploi. Attendez, il y aurait un modèle portugais. Non, je ne dis pas qu'il y a un modèle portugais. Je dis que le Portugal a réussi à faire des réformes structurelles que n'a pas faites la France, et a réussi à enclencher une dynamique qui ne s'est pas passée. Et en profitant ou en jouissant exactement de la même conjonction internationale. Des taux d'intérêt historiquement bas, en tout cas plus chez nous que chez eux, c'est vrai, mais un cours du pétrole revu à la baisse chez nous comme chez eux. Et le troisième point, c'est la faiblesse de l'euro, également là-bas. Donc tous les pays européens ont mieux su profiter de cet aliment des planètes que ne l'a fait la France. Et le résultat est là aujourd'hui. C'est votre avis? Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, quand on regarde des indicateurs... Non, heureusement. Je ne suis pas d'accord. Enfin, même l'Espagne, je me souviens quand il y a eu la loi travail, il y a eu un grand débat et des économistes, d'ailleurs, qui ont signé pour la plupart une tribune en faveur d'Emmanuel Macron, étaient favorables à la loi travail et ils nous parlaient de l'exemple espagnol en nous disant regardez, la loi travail a été appliquée en Espagne et il y a eu des très bons résultats. Les très bons résultats, c'est quoi? Un taux de chômage qui est passé de 26% à 20%. Alors si c'est ça un bon résultat, un taux de chômage à 20%, non, on en est très loin. Le vrai problème, et même Emmanuel Macron dans une interview l'a noté, même le grand Emmanuel Macron, même s'il fait une politique qui va à l'inverse de ce qu'il a noté comme erreur, c'est que nous n'avons pas renégocié les traités européens. C'est-à-dire François Hollande s'était engagé à le faire pour faire des politiques contracycliques. On baisse les déficits, on fait de la relance, qu'on fait les États-Unis. Or, on a fait des politiques procycliques, c'est-à-dire de l'austérité. Emmanuel Macron l'a reconnu lui-même dans une analyse, alors qu'après, il propose de continuer cette politique austéritaire. Et voilà, et donc on a voulu réduire les déficits sans faire de la croissance. Vous savez, on peut réduire les déficits en faisant de la croissance. On a cru qu'en réduisant les déficits, on allait avoir de la croissance. Mais non, on a réduit les déficits sans croissance. Mais alors, pardonnez-moi, quand vous établissez un tel diagnostic, Jennifer Pisacara, les gens... Les Français, les citoyens, vont avoir tendance à vouloir maintenant renverser la table. On peut les comprendre quand ils vont aller chercher d'autres projets ailleurs, parfois même peut-être aux extrêmes. Le problème, c'est que ça dégraderait encore plus la situation française. Quand on regarde les programmes, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, qui proposent de dépenser toujours plus, ça va conduire la France à devenir la Grèce de l'Europe, finalement. Ce que nous proposent ces deux candidats-là, c'est d'accentuer l'endettement de la France et ses déficits, donc de faire en sorte que la France se retrouve en fait à la solde de ses créanciers et perde en souveraineté. Je préfère, excusez-moi, je vous en prie. Ça dépend, faut voir combien ça coûte, mais il faut voir aussi combien ça rapporte. La dépense publique, il n'y a rien de malsain si on investit dans des secteurs. Dans la dépense publique, vous avez de l'investissement public. L'investissement public dans la transition énergétique, c'est un secteur d'avenir. Vous avez des multiplicateurs très forts. Par exemple, l'Allemagne, dans la rénovation des bâtiments, à chaque euro public qu'elle investit, elle récupère en rentrée budgétaire, via l'activité générée, 2 à 4 euros. Vous voyez, parce que, et là on a 25 millions d'habitations à rénover par exemple en France, pour se mettre au standard de la loi de transition énergétique. Donc là, si vous faites de l'investissement public, c'est bien. La dépense publique, vous investissez, c'est pas de l'argent que vous jetez dans un trou, ça dépend où vous investissez. Ça dépend. Mais si on investit dans les secteurs d'avenir, ça rapporte. Aujourd'hui, on a 57% de dépenses publiques, il est mal investi cet argent. Oui, mais vous en conviendrez. Sans cette dépense publique, je pense que notre économie serait écroulée. Depuis 2008, le seul agrégat du PIB qui a soutenu le PIB, vous le regardez, la consommation s'est écroulée, l'investissement privé s'est écroulé. Le seul qui a soutenu depuis 2008 et qui a augmenté, c'est la dépense publique. Alors c'est un problème fondamental. Pourquoi justement il a
en grande partie raison. Parce que ça montre bien les faiblesses structurelles de l'économie française. Parce que se sortir d'un pétrin momentanément, uniquement parce qu'il y a de la hausse de la dépense publique, je suis tout à fait d'accord, ça montre à quel point notre économie est fondamentalement fragile. Que l'économie ne puisse pas se sortir des difficultés qu'elle a eues en 2007-2008, parce que Sarkozy a fait pareil. Donc c'est bien quelque part, ces gens-là ne sont pas des imbéciles. Il s'est dit, mais si je ne fais pas ça, si je n'augmente pas ma dépense publique, je ne m'en sors pas. Donc ça renvoie beaucoup plus, non pas à des erreurs de politique publique, à mon avis, ça renvoie aux fragilités structurelles de l'économie française. Et quand Hollande est arrivé, il s'est dit, mais si je ne résous pas cette question de déficit public, je ne peux pas baisser la dépense publique parce que je suis un élu socialiste, j'ai un électorat, etc. Et quand il essaie de le faire à partir de 2014, à ce moment-là, on voit que les gens ne comprennent pas. Sauf que par exemple, tout à l'heure, une seconde, tout à l'heure, vous disiez des cadeaux aux entreprises. Il n'y a pas de cadeaux aux entreprises. Je ne suis pas d'accord. Non. D'ailleurs, si on vous baisse votre impôt, vous ne direz pas qu'on vous fait un cadeau. Vous direz qu'on me baisse mes impôts. Voilà. Donc, quand vous baissez les charges des entreprises, vous ne leur faites pas un cadeau. Donc, c'est vrai que dans le public de gauche... Il y avait quand même une contrepartie. Hein. Oui. Alors, raison il n'y avait pas de contrepartie. Il n'y avait aucune contrepartie. Je suis désolé. Aucune contrepartie possible. Et même objectivée. Mais cette baisse des charges, elle a profité beaucoup, dans certains, pas partout, pas dans les PME, mais dans beaucoup de grands groupes, elle a profité aux actionnaires. Donc ça a été clairement un cadeau. Parce que ça n'a pas créé énormément d'emplois. Mais c'était pas voué à créer un emploi, c'était fait à améliorer le taux de marge. Non, pas forcément. Ça a augmenté le taux de marge des entreprises et leur donner des capacités à investir plus. Exactement, parce que les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est ce qui était dit. Sauf que ça a fait les profits d'aujourd'hui et les investissements. Moins d'investissements de demain. Pas égal, et pas d'emploi, visiblement. Bon, personne ne fera jamais le calcul de vraiment objectifs. N'empêche, en 2016, les créations d'emplois ont été 2 fois plus fortes qu'en 2015. En tous les cas, donc dire que ça n'a servi à rien. Vous êtes d'accord pour dire que la situation quand même est dégradée, alors que nous aurions dû quand même bénéficier d'un alignement des planètes et rejoindre peut-être certains de nos partenaires. Alors on va voir maintenant quel projet justement peut redonner du souffle et un peu plus à l'économie française. Et on va voir certains candidats dont on parle peu. Jean Lassalle, oui, parce que le candidat Lassalle veut mettre le citoyen, ne souriez pas, l'humain au cœur de son programme. C'est son mot d'ordre et pour lui, banques et exilés fiscaux doivent participer à l'effort national. On l'écoute. Je vais rappeler à nos amis banquiers que lorsqu'ils ont eu besoin, c'est le contribuable qui est arrivé. Aujourd'hui, leurs bénéfices ne sont pas décents. Je vais rappeler à ceux qui sont partis dans des paradis fiscaux qu'il y a un peu trop. Non, il y a beaucoup d'argent à récupérer pour que je reconstruise un budget de guerre pour retrouver la paix. Et pour pouvoir soigner dans les hôpitaux, les rétablir, pour pouvoir être présent partout où l'homme souffre. Je l'avais encore vu hier à Marseille. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous pouvons continuer à nous fermer les yeux si nous voulons, boucher les oreilles. Mais le peuple ne nous suit plus. Les exilés fiscaux. Le problème, c'est que, allez-y. Si les gens sont partis, c'est parce qu'ils trouvaient que les impôts étaient trop élevés en France. Aujourd'hui, on a les taxes sur les salaires, les taux de prélèvement obligatoires sur les entreprises, les taxes sur les investissements et les capitaux qui sont les plus élevés de l'OCDE. Donc, si on veut faire revenir les gens, il faut baisser les prélèvements qui pèsent sur les créateurs de richesses et d'emplois en France. Là-dessus, vous êtes d'accord ? Non. Non, je ne suis pas d'accord, parce que pareil, les prélèvements, ils ne tombent pas dans un trou noir. Ils financent un service public qui est quand même un support d'égalité. Je veux dire, non, ce qu'il faudrait faire avec l'OCDE, c'est marrant ces chiffres, c'est mettre effectivement les prélèvements par pays, mais ensuite le taux de couverture sociale par habitant et par pays. Parce qu'aux États-Unis, vous avez 2 millions d'Américains qui font faillite à cause d'une maladie. Alors certes, ce n'est pas l'État qui finance ces services publics, c'est eux qui ont le choix de le faire avec leur argent. Mais combien coûtent des assurances et des mutuelles privées? Les dépenses de santé par rapport au PIB sont plus importantes aux États-Unis qu'elles ne le sont en France. Oui, on a vu là. Oui, mais il y a beaucoup d'assurances privées. Oui, mais quel est le taux de couverture sociale? Mais quel est le taux de couverture sociale? C'est ça la vraie question. J'abonde dans votre sens. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut regarder les contreparties au niveau de dépenses. C'est clair. Alors, autre proposition. Ce soir, il est en meeting à Toulouse. C'est le candidat Les Républicains, François Fillon, qui veut réindustrialiser la France. Grâce à quoi? Au numérique. On l'écoute. La France a toujours été au rendez-vous de l'histoire industrielle. La vapeur, l'électricité, l'atome, le nucléaire civil, la médecine, l'aéronautique, l'espace. Eh bien moi je veux que la France soit à la pointe des industries du futur.
et qu'elle ait toute sa place dans la nouvelle révolution industrielle que représente le numérique. Le pétrole du XXIe siècle, c'est la data. Des modèles d'affaires qui sont vieux de plusieurs décennies sont remplacés en quelques mois. De nouvelles activités, de nouveaux métiers surgissent à une vitesse époustouflante. Les effets positifs de cette révolution en matière de santé, en matière d'environnement, de qualité de vie, dépassent notre imagination. Avec le numérique, ce sont des centaines de milliers de nouveaux emplois qui vont apparaître. Il n'y a plus besoin de forêt pour trouver le pétrole, Jean-Luc Gombault. Il est là, à portée de main. Data, l'industrie du futur, le numérique. Comment dire les choses sans sourire? Parce que je pense que le public devait être d'abord parce qu'il était allé voir le meeting, donc il devait être d'accord avec M. Fillon. Et en même temps, il cherche une originalité et c'est pas très original. Ça va créer des... Il y a un débat d'ailleurs. Est-ce que le numérique va détruire plus d'emplois? Je vais pas l'aborder ici, mais c'est peut-être plus compliqué qu'il ne le pense. Et effectivement, depuis le début, il est beaucoup plus sur finances publiques, baisser la dépense publique, baisser les charges sociales. Il se dit, il ne faut pas que je me répète. Et donc, il avance cette affaire de numérique. Mais Macron même, je crois, Mélenchon pourrait l'avancer également. Donc, on n'est pas dans... Vous êtes en train de nous dire que c'est une tarte à la crème, pour résumer votre pensée, non? Oui, une tarte... Oui, pardonnez-moi d'aller droit au but. Ça ressemble... Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est faux. Je veux dire, mais c'est pas très original, quoi. Non, voilà. Et puis personne pourrait véritablement le contredire. C'est comme s'il disait la guerre c'est laid et l'amour c'est beau. Je veux dire, tout le monde est fondamentalement d'accord avec ces platitudes. Ah bon? Moi, je suis assez d'accord, mais là, ce qu'il oublie encore une fois de dire, c'est que pourquoi les États-Unis ont une avance justement sur Internet, etc. Parce qu'il y a eu des investissements publics majeurs. Le DARPANET, c'était une agence publique. Oui. Les Américains ont mis des fonds en amont de la chaîne d'innovation énorme, des investissements énormes. Et lui, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Il veut couper massivement dans la dépense publique, encore une fois. Mais pas de recherche et innovation. Alors, Jennifer Pitagara, oui. Juste, si on regarde un peu les quelques entreprises numériques qui se sont fait racheter récemment en France, on voit bien qu'il manque des capitaux et des entreprises françaises pour faire grandir ces entreprises du numérique en France. Donc, moi, je pense qu'il a probablement raison de vouloir mettre l'accent sur l'industrie. En tout cas, la Fondation Concorde en a toujours pensé que c'était un grand manque du quinquennat passé de ne pas avoir mis l'accent sur le secteur industriel, notamment celui qui est soumis à la concurrence internationale. Et pourquoi pas profiter de cette fenêtre d'opportunité que constitue le numérique pour relocaliser et créer les emplois de demain. Bon, voilà, donc vous êtes plus ou moins d'accord. On va passer vraiment, peut-être là c'est le projet qui affole en ce moment. Et Marc Landré, alors vous y êtes allé vraiment, franchement, hein, directement aussi, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui vous a sûrement d'ailleurs répondu, ou en tous les cas, via l'Humanité. Hein. Il y a eu il y a eu entre autres, deux éditos qui se répondaient. Est-ce que c'est vraiment le chiffon rouge, le projet de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il est aussi affolant que vous ne le décrivez à la une de votre journal? Oui, imaginez, je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 173 milliards d'augmentation de la dépense publique en 5 ans, 5 milliards d'investissements. Tout ça avec l'effet multiplicateur dont vous parliez, Thomas, tout à l'heure, un effet multiplicateur de 1,4, c'est-à-dire que quand vous mettez 1 euro dans la machine, il en ressort 1,4 euros. Plus. Formidable. Donc ça, c'est le chiffrage de l'équipe Mélenchon. Voilà, prudent, disent-ils, avec 190 milliards au final de recettes publiques. Enfin, c'est totalement fantasque. Je sais pas, moi, après les chiffres, c'est 10 000 recrutements de médecins fonctionnaires, comme si on avait suffisamment de médecins en France. On n'a jamais eu autant de médecins. On n'a pas assez de médecins, ils sont juste mal répartis. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Comment vous l'aviez qualifié déjà ce programme? Avec quelle comparaison? Avec quoi vous l'aviez comparé? Avec ses idoles. Lesquelles? Les idoles sud-américaines, Chavez et autres. Voilà, Thomas Porcher, est-ce que comparaison vaut raison là? Moi, je ne suis pas d'accord. Pour la dépense publique, il faut faire attention. Je vais vous donner un exemple. La dépense publique a diminué une fois ces 30 dernières années. Elle a diminué entre 1997 et 2001. Elle a augmenté en volume, pour le coup, elle a augmenté de plusieurs milliards en volume, mais en pourcentage de PIB, elle a perdu 3 points de pourcentage de PIB. Pourquoi? Pas parce qu'il y a une coupe, puisqu'elle a augmenté en volume, parce qu'il y a eu de la croissance. Mondiale. Donc, 35 heures aussi, on a eu plus de croissance. Nous, en moyenne, on a eu plus de croissance que la croissance de la zone euro et mondiale à l'époque. Mais il y a eu de la croissance mondiale, c'est vrai, plus que d'habitude, c'est vrai. Mais on a eu plus que le reste, voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc, pareil, si vous faites de l'investissement massif comme ils veulent faire dans des secteurs porteurs, effectivement, les multiplicateurs peuvent fonctionner.
Donc son programme, il a été fait par 2 économistes quand même sérieux. Hein, c'est pas... Et son programme tient debout. Lesquels, Thomas Porcher? Par Jacques Généreux et Lim Omniok, qui est professeur à la Sorbonne. Donc c'est quand même 2 personnes qui... Et qui étaient avant au Parti Socialiste. Donc vous jugez que le programme économique de Jean-Luc Mélenchon tient la route? Ben oui, clairement. Enfin, je trouve qu'en tous les cas, il a fait un cadrage qui tient la route. Il balance pas des phrases comme ça. Jean-Luc Gombault. D'abord, le problème du multiplicateur, bon, il faut dire que d'où ça vient. Hein. C'est le père Keynes qui nous a inventé cette histoire. Bon, personne n'a jamais démontré la réalité du multiplicateur. Il n'y a aucune étude qui démontre concrètement cette affaire de multiplicateur. D'ailleurs, la preuve, pourquoi pas 200 milliards? Parce qu'effectivement, vu l'histoire, vu la stagnation, enfin quand même, on peut, même si avec 1,1, 1,2, 1,3, on est pratiquement à la stagnation de la croissance. Pourquoi 100 milliards en disant que ça va faire 1,4, donc ça va faire 140 milliards? Pourquoi on ne met pas 200 milliards? Donc on arrive à... les chiffres, parce que ça devient flou pour les béotiens que nous sommes. Non, Thomas nous dit, il y a un multiplicateur, si on met 100, on récolte... Si on met 100 quoi? Voilà. 100 euros, pardon. Oui. On va récolter 140 avec un mouvement en chaîne parce que j'ai investi ça. Cette entreprise ces investissements que j'ai faits créeront une nouvelle demande. Cette demande créera un nouvel investissement, etc., etc. Donc on appelle ça. Alors c'est vrai que chez Keynes, il montre bien que au bout d'un certain moment, le système s'essouffle. Mais donc on arrive. C'était en économie fermée. Et alors justement, et ça a été dit d'ailleurs sur Facebook auquel vous avez participé. Effectivement, il résonne en économie fermée. Il y a 50 milliards de déficit. Si, il résonne en économie fermée. Les études de l'OCDE ont fait des calculs de multiplicateurs. Même le FMI lui-même a dit que ces multiplicateurs avaient été trop faibles dans les cures d'austérité imposées à la Grèce et qu'il s'était trompé. Donc les multiplicateurs, c'est pas quelque chose d'il y a 100 ans. C'est ce que dit le FMI. Oui, mais grosso modo, ils sont revenus. On peut passer par des relances budgétaires. Parce qu'on a les moyens. Les cures d'austérité de la Grèce. Aujourd'hui, la France, on n'a pas les moyens parce qu'elle a des déficits qui sont trop élevés pour pouvoir réinjecter de l'argent dans l'économie. Justement, le déficit, c'est ce rôle-là. C'est de faire comme les États-Unis, de laisser couler les déficits pour refaire de la relance. Vous êtes keynésien, donc vous êtes pour des politiques contracycliques. C'est logique. Oui, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Ça a marché aux États-Unis, bizarrement. Oui, ça marche aux États-Unis. Oui, mais parce en 2011. Oui, mais sauf que les États-unis sont la première puissance économique mondiale. Nous, on est la 5e, juste. Oui, il y a une différence. Je vais vous laisser réagir. Et les États-Unis. Ça marché aussi en Corée du Sud. Jean-Luc Mélenchon, il a développé donc son programme économique hier à Lille, parce qu'on dit parfois qu'il veut faire passer autre chose, sa personnalité devant ce programme. Non, il parle quand on suit les meetings de son programme, il ne le cache pas, n'est-ce pas? Il parle 2 heures. Oui, et il parle 2 heures, et dans ces 2 heures, nous avons trouvé un extrait sur les 35 heures, parce que sur ce sujet, il ne lâchera rien, dit-il. On l'écoute. Leur but est d'allonger le nombre d'heures de travail sans changer votre paye. Vous le comprenez, ce que ça leur donne. Et voilà pourquoi ils sont tous à vouloir supprimer la durée légale du travail. Voilà pourquoi, que ce soit Madame Le Pen, que ce soit Monsieur Fillon, que ce soit Monsieur Macron, les trois prévoient que l'on vienne à 39 heures. Voilà ce qu'ils ont décidé de vous prendre encore. C'est ça qu'il faut que vous disiez autour de vous. Ce qui est en cause, ce n'est pas Pierre-Paul ou Jacques, ce n'est pas la tête que nous avons, l'allure que nous avons, c'est la politique que nous allons mettre en œuvre. Si vous élisez un de ces trois-là, vous allez cracher du sang. Alors, la fin de la phrase est, on va dire, elle est marquera la campagne. Oui, elle est un peu violente, forte. En tous les cas, c'est un formidable tribun. Est-ce qu'il arrive, même si vous n'êtes pas d'accord, tiens, Marc Landré, est-ce qu'il arrive quand même à faire passer son message, même pour quelqu'un qui est à l'opposé de lui comme vous? Visiblement oui, puisqu'il est passé dans les sondages de 10 à 20%. Donc c'est bien qu'il convainc, c'est bien que ce qu'il propose séduit. C'est bien aussi parce que l'offre à côté est relativement fade pour lui donner un champ d'expression. Et puis, oui, c'est un formidable tribun, il est très très bon. Je veux dire, mais par contre, c'est le meilleur tribun qu'on ait sur la scène politique française. C'est indéniable. C'est le successeur de Le Pen, de ce point de vue. De ce point de vue-là, oui. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen lui reconnaît ces qualités-là. Mais prenez sur les 35 heures. Les 35 heures, qu'est-ce qu'il dit? Parce que là, on discute, etc. Mais sur le fond, il dit « je veux que tout le monde soit à 35 heures ». C'est-à-dire que tous les assouplissements qui ont été créés depuis 2002, les forfaits jours, les journée de réduction du temps de travail, tout ça c'est supprimé. Tout le monde travaille 35 heures et si vous travaillez 36, vous serez payé 1 heure supplémentaire. Oui. Ça veut dire que tous les gens qui bénéficient aujourd'hui de ces assouplissements, forfait jour, RTT, demain, nada, plus rien. Eh bien moi, je demande, je vais aller dans la rue, je demande aux salariés, est-ce que si demain vous votez pour Jean-Luc Mélenchon et qu'on vous supprime vos 10 jours de RTT, vous serez content? Franchement, je ne crois pas qu'ils aient intégré l'impact de sa politique sur leur propre vie.
Eh oui. Jennifer Pizzacara, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon sur le programme économique et qu'on écoute Marine Le Pen sur le programme économique, est-ce que vous diriez qu'il y a vraiment des ponts, des passerelles de forte ressemblance? Il y a des similitudes sur certains aspects, sur le retour à la retraite à 60 ans par exemple, sur une forme de protectionnisme aussi de la part de Jean-Luc Mélenchon, sur la sortie de l'Europe et peut-être de l'euro en cas de plan B. Là, les deux programmes se ressemblent, effectivement. Il y a une différence quand même sur le plan fiscal. Eh bien justement, Jean-Luc Gombault, c'est le teasing du sujet. Vous en parlez juste après. Merci de me tendre cette perche-là. Les points communs et puis peut-être les divergences, on les voit avec Mounir Soussi et le débat reprend juste après. Ils sont à l'opposé sur l'échiquier politique, mais sur le plan économique, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen partagent quelques solutions communes. Ils défendent le principe d'un patriotisme économique pour soutenir l'activité. Avec sa taxe de 3% sur les importations, Marine Le Pen veut dresser une barrière plus élevée pour les marchandises étrangères. Jean-Luc Mélenchon plaide aussi pour une hausse des droits de douane et des mesures anti-dumping. Les deux candidats se retrouvent sur le retour de la retraite à 60 ans et la nationalisation des autoroutes. Ils dénoncent aussi les traités de libre-échange transatlantiques comme le TAFTA ou le CETA. Sur le rapport à l'Union européenne, le Front National et la France Insoumise souhaitent une renégociation des règles, mais ne proposent pas la même méthode. Quand Marine Le Pen annonce un référendum sur la sortie de l'UE, Jean-Luc Mélenchon plaide pour une négociation en plusieurs étapes avant la rupture. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc Gombault? Vraiment de vraies similitudes? Je pense, oui, moi je pense quand même je sais que M. Mélenchon prendrait ça comme une insulte, mais quand même, quand on regarde les deux programmes sur un plan strictement économique, effectivement, on ne peut pas nier, sauf sur le plan fiscal, parce que quand vous regardez les propositions fiscales de Mme Le Pen, tout le monde va bénéficier d'une baisse d'impôts, alors que sur Mélenchon, tout le monde va bénéficier d'une hausse d'impôts. Non, pas tout le monde. 80% bénéficient d'une baisse d'impôts sur leurs revenus. Pas chez Mélenchon? Si. Ah, non. Le passage de 5 à 14 tranches fait qu'en vérité, 80% de ceux qui payent l'impôt sur leurs revenus, je veux dire, on gagne, alors que 20% Je ne vais pas pouvoir arbitrer, c'est trop technique, vous le confirmez? Oui. Alors, tout simplement, montre bien qu'en fait, il y a deux systèmes, en réalité, parce que cette convergence des opinions entre M. Mélenchon et Mme Le Pen sur ces questions économiques montre, en fait, soit vous acceptez le monde concurrentiel, ouvert, tel qu'il est, soit vous le refusez, et il n'y a pas 36 solutions en réalité. Et donc tous les deux, refusant la première solution, se réfugient derrière ce qu'ils pensent être une deuxième solution. Les programmes ont des similitudes, c'est vrai. Mais globalement, ce qu'elle veut faire, c'est un petit peu comme Marine Le Pen, comme Trump, c'est-à-dire de la relance un peu comme ça, justement idiote. Créer des... Pourquoi vous me montrez en disant idiot? Non, parce qu'on parlait de relance tout à l'heure un peu inutile. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas du tout un aspect sur la transition énergétique dans le programme de Marine Le Pen. Et c'est quelque chose d'assez important chez Jean-Luc Mélenchon, hein, le quinoa, la sortie du diesel, etc. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez important. La sortie du nucléaire, le 100% renouvelable. Donc il y a vraiment quelque part de la relance sur des secteurs d'avenir. Alors qu'elle, il y a de la relance justement... un État stratège un petit peu à la Trump sur les vieilles énergies, les vieilles industries. Donc il y a quand même une différence. La méthode, il y a des similitudes, mais sur l'investissement et où va porter cet investissement, et ça qui est important dans une relance, c'est complètement différent. Et après, il y a bien sûr la question des mœurs, où là, on est à l'opposé. Oui, non mais là, la nuance sur la relance est importante, vous la confirmez, Marc-André ? Il y a une grosse similitude entre Mélenchon et Le Pen, c'est qu'ils sont tous les deux étatistes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'État doit être stratège. Oui, mais tout le monde se réfère au général de Gaulle, même Mélenchon. Il est très étatiste. Voilà. Ce que je veux dire, c'est mais c'était une époque où le monde était fermé. Aujourd'hui, on est dans le monde ouvert. C'est pas si fermé. Ils sont tous les deux étatistes. Mais la grande différence entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon économiquement, c'est que c'est le rapport à l'étranger, c'est le rapport à la préférence nationale. Marine Le Pen considère qu'une grande partie des économies qui vont être réalisées si jamais elle est élue présidente de la République sera en coupant les aides aux étrangers, sera en coupant le robinet de l'immigration et en faisant la chasse à tout l'argent qui est dépensé inutilement auprès de la Commission européenne, mais surtout auprès des étrangers. Donc la grande différence, elle est là, elle est statutaire et dans le rapport à l'autre, dans le rapport à l'étranger. Mais sinon, pour le reste, c'est grosso modo... Il y a une différence, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, Jennifer Pizzacara? C'est la sortie de l'euro. Alors pour Marine Le Pen, on a compris, c'est le référendum. Soit ça passe et elle va enclencher cela, soit ça ne passe pas et elle quitte le pouvoir, a-t-elle dit. Pour Jean-Luc Mélenchon, alors il dit qu'il va aller négocier, ramener... Marine Le Pen aussi dit qu'elle va négocier et qu'elle soumettra le résultat de sa négociation au référendum. Donc c'est la même méthode. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même méthode? Ce sera la même finalité, à mon avis. Sauf qu'il y a un plan A, un plan B chez Jean-Luc. Oui, mais le plan B, on va arriver très vite au plan B. Thomas Porcher. Le plan A, il y a quand même une refonte, un petit peu renégociation des traités, refonte de l'Europe, un rapport de force.
François Mais Hollande le dit. rapport- François Hollande dit. Oui, mais sauf que François Hollande justement, a fait le même coup en 2012. Voilà, exactement. Mais c'est exactement. Ce qui est vrai, c'est que François Hollande, il a dit qu'il allait renégocier les traités. Ben, on l'a pas vu renégocier les traités. N'oublions pas quand même. Enfin, on l'a même pas Mélenchon, vu lui, fort. le fera. Bah, exactement. Mais moi, je pense que Mais ça pourquoi dépend. est-ce qu'il pourrait Bah, je réussir vais là vous où dire François pourquoi. Hollande a Parce que la échoué? France, c'est 20% de la zone euro. Et en 2012 aussi. Donc oui, mais sauf que François Hollande, ça reste François Hollande. Mais Jean-Luc, mais Mais c'est ça une veut dire réalité. quoi? Non, mais Il parle au nom de la mais France. attendez, non, mais la réalité, c'est quoi? C'est que je pense, moi, que s'il avait vraiment essayé, il aurait pu. La France, c'est 20%. Ça, on saura jamais. Hein. Bah oui, mais On saura voilà. jamais, hein. Mais c'est pour ça que je pense. J'ai dit je pense. C'est facile La à dire. France, c'est 20% du PIB de la zone euro. Je pense que si ces 20%-là, et en plus, si on fait une alliance avec les pays du Sud, alors là, n'en parlons pas. Mais 20%, on négocie pas de la même façon que quand on est 2%, 3%, Attendez. comme la Grèce. Reprenons l'histoire. Madame May a essayé ça. Et quand il y a eu le référendum où les Anglais ont voté Brexit, elle a essayé de le détourner quelque part en disant « je vais renégocier ». Et on ne renégociera jamais les traités. On en fera peut-être un autre. Mais on ne peut pas renégocier Pourquoi? les traités. Techniquement, c'est Mais possible, parce qu'il faut que juridiquement. tout le monde soit d'accord pour le faire. Et Madame May, quand vous prenez le PIB britannique, et c'est l'Union européenne, mais si vous sortez de la zone euro, vous sortez de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas sortir de la zone euro sans sortir de l'Union européenne. Les autres ne l'accepteront pas, parce qu'ils n'accepteront pas que vous ayez un marché complètement ouvert et que vous puissiez jouer sur votre monnaie pour essayer de leur bouffer leur marché. Donc, ce que faisait déjà le Royaume-Uni depuis longtemps. Oui, d'accord. Mais enfin, eux, ils ont négocié dès le départ cette position. Dès le départ. C'est ça le problème. Donc, vous ne pouvez pas renégocier. Donc, au bout du bout, ça sera la sortie. Au bout du bout, alors si, au bout du bout, ça sera la sortie, sauf que les Français ne l'accepteront pas. Ils sont contre. Oui, ils seront contre. Alors- Donc, vous rentrez dans une crise politique intérieure à ce moment-là, si vous faites ce genre de négociation. Et d'autre part, le chantage me paraît pas un très bon. Je suis fort, j'ai 20%, vous devez vous plier à mes desiderata. Mais c'est ce que fait l'Allemagne. C'est ce que fait non, déjà l'Allemagne. Si. pas du tout. C'est ce que fait l'Allemagne. Elle veut respecter Mais les traités tels qu'ils sont. Mais ça parce n'a que c'est rien des à voir. traités qui sont sur mesure, qui l'arrangent. Ah ben oui, mais Voilà. vous l'avez signé. Oui, non, mais et justement, c'est pour ça que c'est un rapport de force. Il y a les Le Rome, on l'aime ou on la quitte. Alors, Non, on va d'accord, mais passer. Il y a ce duel, on va passer à un autre duel. François Fillon, Emmanuel Macron. Ils ont livré aujourd'hui, Jennifer Pizzacara, leur vision dans les Échos, leur vision de la réforme. Est-ce qu'il y a une différence dans le mouvement de ces réformes? Oui, dans le mouvement, il y a une différence, mais sur le fond, est-ce qu'il y a sur le fond des différences majeures, notables, entre François Fillon et Emmanuel Macron? Ben, en tout cas, sur la relance, disons que Emmanuel Macron, lui, consacre 40 milliards d'euros pour les ménages contre 8 milliards d'euros pour la compétitivité des entreprises. Et François Fillon, lui, fait l'inverse. Il privilégie la compétitivité des entreprises par rapport au pouvoir d'achat des ménages. Donc ça me semble être les deux aspects les plus différenciants. Marc Landré, vous êtes d'accord? C'est ce qui vraiment différencie les deux programmes? Ce qui différencie, c'est une question de rythme et de niveau. Je veux dire, ils ont grosso modo la même politique, qui est une politique sociale libérale, sociale démocrate, Libéral tout court. voilà, ou même libérale, Pourtant, ou Emmanuel ultra-libérale. Voilà. Emmanuel Macron a dit que le programme de François Fillon, c'est la paille de fer. On va y passer. Mais regardez, là où Emmanuel Macron dit qu'il va faire 60 milliards d'économies en 5 ans, François Fillon on dit 100. Je veux dire, voilà, on a les C'est même différences. 100 d'ailleurs. Oui, c'est un peu moins, c'est 90. Nettement moins. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on est simplement dans des les quantums sont différents. La philosophie des programmes est exactement la même, et la finalité sera probablement, on ne sait pas la même, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui sera peut-être élu. C'est votre Parce qu'il y a avis, une Thomas différence, c'est quand même, Laquelle, Fillon- Jean-Luc Gombault? Pardon, excusez-moi. Je pense que la grande différence, c'est quand même que Macron insiste beaucoup moins sur l'aspect finances publiques que Fillon. Je crois. Et que pour lui, la grande réforme, et là il rejoint Fillon, c'est la réforme du marché du travail. Il estime, il pense véritablement qu'une véritable réforme, et qu'il dit Sur qu'il des va modalités passer différentes. par ordonnance, pardon. Sur des modalités différentes, parce qu'effectivement, Macron dit qu'il le fera par ordonnance, Voilà. alors que Fillon dit qu'il le négociera avec les... C'est Voilà. le monde inversé, c'est inversé. Oui, c'est inversé. Mais Thomas Porcher, ça voilà. c'est important, ce sont des différences importantes, mais peut-être un peu de nuance. Est-ce que la philosophie est la C'est même? la même. D'un point de vue politique économique, on parle. Après, sur les mœurs et tout, c'est très différent. Mais d'un point de vue de politique économique, c'est la même. Et je suis là, on est complètement d'accord. C'est vraiment qu'une question de curseur. En fait, il y a des coupes dans les dépenses publiques. Il y a des fonctionnaires, des postes fonctionnaires qu'on supprime. Voilà, il y a une volonté de réduire les déficits. Une différence rapidement. importante Donc, quand même dans le curseur. Oui, voilà, hein, c'est dans le parfois. curseur. Il y a des différences dans l'ampleur, justement, mais dans la philosophie, c'est la même. C'est des politiques plutôt libérales. Ouais. Prenez l'enthousiasme que met Emmanuel Macron à refuser le bilan et l'héritage de François Hollande. Ça montre bien qu'il est beaucoup plus proche de François Fillon qu'il ne l'est de François Hollande. Et c'est d'autant plus anachronique ou bizarre qu'il est rejoint
à part aujourd'hui par Thierry Breton, mais massivement par des gens de gauche. Oui. Et peu par des gens de droite. Et c'est ça qui est complètement anachronique. Il a un programme de droite alors qu'il est soutenu par des gens de gauche. Alors que même que François Hollande a fait plutôt une politique de droite. Plutôt que de gauche pour les gens de gauche. Donc voilà, oui, donc il est quand même plus à droite qu'Hollande qui est déjà à droite. Le résultat, si on voit où en est la France, avec dans les sondages, on se demande si on va avoir un Mélenchon face à Le Pen au deuxième tour. Voilà. Une dernière question en guise de conclusion, et je vous la pose à tous. Est-ce qu'on va voter en fonction du programme, selon vous? Ça vous fait sourire? Pourquoi? J'aimerais bien qu'on vote en fonction du programme, mais je ne suis pas sûre. Marc Landré, votre avis? Non, on vote contre quelqu'un, mais pas pour quelqu'un et pas pour son programme. Jean-Luc Gombault, d'accord? C'est très important, parce qu'en fait, on a parlé du bilan économique. Mais quel sera le bilan politique au lendemain de ces élections présidentielles? Catastrophique. Et c'est ça, ça va être un gros problème. Je ne parle pas du bilan de la décomposition du Parti socialiste, de la droite, si Fillon ne passe pas, etc. Je parle dans la tête des gens. La déception sur cette campagne. Les gens vont sortir de là en se disant il ne s'est rien passé. Et en plus, le président, parce qu'il y a toujours 50% de mécontents et 50% de contents à une présidentielle. Mais le problème, c'est que là, les mécontents seront aigris, seront véritablement une opposition sur celui qui sera élu, déçu. Et c'est un conclusion, Thomas Porcher, est-ce qu'on vote en fonction du programme? Je pense qu'il faudrait, mais je pense que non en réalité. Quoi. Plutôt, en tous les cas, le débat, on espère qu'il aura été utile quand même. Mais merci pour vos éclairages et pour cette analyse. Merci à vous. La suite de votre émission, à 10 jours, ça y est, 10 jours du premier tour. La situation politique, en tous les cas, est toujours aussi mouvante. Différentes hypothèses sont étudiées. On va en parler, on va analyser ce paysage. C'est le match des idées à suivre avec nos invités, Jean Birenbaum et Erwan Le Nohan. Et c'est à suivre dans quelques instants après cette bande-annonce. À tout de suite. Malgré les réformes, l'école primaire française semble toujours à la traîne. La société a changé et nos enfants ne sont plus les mêmes. Mais au lieu de faire absolument rentrer ces enfants dans un cadre où ils ne rentreront pas, de toute façon, parce qu'ils sont comme ils sont, essayons de changer le cadre. Nous irons à la rencontre de parents qui continuent de se battre pour une école publique de qualité, une maman qui a choisi de faire cours à la maison, et enfin, une école démocratique où les enfants décident de tout, ou presque. Tous présidents, demain à 18h30 sur Public Sénat. Public Sénat crée l'événement pour les 2 dernières semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Tous les jours à midi, retrouvez les meetings des 11 candidats avec demain celui de François Fillon. Un meeting à suivre demain à midi sur Public Sénat. À l'instant, nous sommes en direct, c'est votre émission, on va plus loin. Et à 10 jours du premier tour, les candidats accélèrent, bien sûr, pour tenter de convaincre les indécis. Meetings qui se multiplient, petites phrases et stratégies de fin de campagne, analyse de ce paysage toujours mouvant. On insistera notamment sur le vote utile. Existe-t-il? Va-t-il jouer? Et si oui, en faveur de qui? Sur ce thème, le match des idées avec nos invités. Ce soir, Erwan Le Nohan, bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit à Sciences Po, membre du conseil scientifique et d'évaluation de la Fondapol, chroniqueur à l'opinion. Avec nous et face à vous, Jean Birenbaum, bonsoir. Bonsoir. Directeur du Monde des Livres, auteur. Messieurs, plus que les sondages, on va essayer de voir les dynamiques ce soir. Qu'est-ce qui vous inspire, Jean Birenbaum, ce paysage à 10 jours pile du premier tour? Bon, je crois qu'un peu comme tout le monde, à la fois de la passion, parce que je crois que tout le monde est quand même passionné par cette campagne, tout le monde ne parle que de ça et tout le monde est complètement dedans, et en même temps une sorte de sidération et d'affliction. Tout le monde est aussi passionné que affligé et dubitatif. Donc c'est vrai que ça donne quelque chose de très très bizarre, à la fois une passion comme peut-être jamais. On a tous autour de nous des gens qui disent « mon père m'a appelé pour que je vote Macron, ma mère m'a appelé pour que je vote Fillon ». Voilà. Et donc en fait, on voit bien qu'il y a une espèce d'enthousiasme incroyable, et en même temps, on a l'impression que cet enthousiasme va avec l'idée que tous les combats, vous y faisiez allusion juste avant qu'on entre sur le plateau, eh bien, sont douteux, que tous les combats finalement, on a dit on va pas voter pour, on va voter contre, et ça rejoint donc la question effectivement du vote dit utile. Enthousiasme et inquiétude, on va arriver au vote utile. Certains candidats, Erwan Le Nohan, ont-ils plus de mal que d'autres à finir cette campagne? Est-ce que pour certains, j'allais dire on sent dans leurs jambes, est-ce qu'on sent que la dernière semaine est plus compliquée? Mais je crois qu'elle est même plus compliquée pour tous en réalité, parce que tous ceux qui étaient partis, on prend Emmanuel Macron qui était parti avec une dynamique très positive il y a quelques semaines, aujourd'hui une période où il y a un resserrement de fait des sondages qui pour lui pose des défis plus importants. François Fillon, la campagne a été difficile pour lui depuis longtemps.
il espère voir un mouvement aujourd'hui, mais il n'est pas encore complètement convaincant. Marine Le Pen, selon les sondages, est plutôt sur une pente descendante. Enfin, je pense que, et alors je ne parle pas de Benoît Hamon ou Lélé en chute libre, la seule qui pourrait être plus content à mon avis, outre les petits candidats on n'a jamais entendu parler pour qui c'est le tour de gloire, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est sur une dynamique très positive sur cette fin de campagne. Et en même temps, là je crois que les derniers frémissements dans les sondages montraient qu'il se tassait, qu'il recommence à baisser, mais c'est assez normal, on arrive au moment où les gens vont choisir, jusqu'à maintenant les candidats pouvaient être sympas, pas sympas, leur programme plaire ou pas. Là, les électeurs commencent vraiment à regarder les programmes, vraiment à regarder la personnalité des candidats, et les choix se cristallisent, et c'est là où ça devient plus compliqué, plus violent aussi. On voit bien que tous les candidats attaquent beaucoup plus qu'il y a quelques temps, et donc c'est effectivement, à mon avis, ça l'est pour tous les candidats aujourd'hui, la difficulté. Vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous l'appréhendez, vous le percevez, ce surgissement, Jean Birnbaum, de Jean-Luc Mélenchon? On avait tout à l'heure sur le plateau avec nous Marc Landré du Figaro. Il y a eu cette une, c'était hier ce matin, qui était assez directe sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que c'est l'épouvantail pour certains aujourd'hui. Oui, c'est d'autant plus intéressant que j'ai vu qu'Emmanuel Macron disait il veut tout déchirer, il veut déchirer la Constitution. Donc il y a une espèce d'épouvantail comme si c'était un bolchevique, etc. D'ailleurs, il y a des aspects de son programme et de sa parole qui sont assez inquiétants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il apparaît comme une sorte de bolchevique fou qui veut qui veut renverser la table et ruiner l'ordre public ou l'ordre existant. Alors que quand on voit, par exemple, si on compare avec ce que François Mitterrand, qui n'était pas non plus lui-même un bolchevique, disait en 1981, à côté, Jean-Luc Mélenchon est un très gentil social-démocrate, puisque François Mitterrand prétendait rompre avec le capitalisme, changer radicalement la vie, rompre avec le capitalisme. D'abord, il disait en 100 jours, puis après les délais ont été un peu plus, c'est comme souvent, se sont un peu rallongés. Donc ce qui est intéressant dans le surgissement, comme vous dites, de Jean-Luc Mélenchon, c'est que finalement, c'est aussi le surgissement de quelqu'un qui a la mémoire longue. C'est le surgissement de quelqu'un qui se pose un peu en vieil instituteur de la Troisième République et qui a des références, de la culture, des livres, et qui surjoue ça. Donc dans cette campagne tellement volatile, où tout part un peu dans tous les sens, où on n'a pas la capacité à se concentrer sur des enjeux un peu sérieux plus de 24 heures, on a là quelqu'un dont la parole, d'ailleurs, par ailleurs, on y reviendra peut-être, est parfois assez inquiétante, par sa complaisance sur Poutine ou par d'autres aspects comme cela, mais quand même quelqu'un qui s'inscrit fermement dans le paysage parce qu'il met en avant, dans cette espèce de campagne fugace et bougiste, une mémoire longue et une inscription donc dans quelque chose qui vient de loin. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage profond de Jean-Luc Mélenchon qui se prépare depuis longtemps, c'est vrai, puisque c'est presque un candidat permanent, et qui a des références qu'il admirait, François Mitterrand, là, pour le coup. Vraiment, Jean-Luc Mélenchon, c'était une véritable admiration. C'est ce qu'on retrouve aussi un petit peu au-delà du programme. Oui, alors moi je ne sais pas s'il est très rassurant de savoir qu'il est plus moderne qu'un programme qui a 40 ans. C'est sûrement intéressant de voir qu'il s'inscrit dans une histoire et et je crois par rapport à d'autres candidats, il a une doctrine qui est forte, il a une culture politique, historique, littéraire, même qui est plus forte, en tout cas qui semble l'être que d'autres candidats. Pour autant, je crois que son discours est quand même très inquiétant, son programme est assez angoissant, et sur un certain nombre de déclarations, je crois que c'est hier, il a fait une déclaration, où il dit les gens m'accusent d'être communiste, mais après tout, qu'est-ce qu'on reproche aux communistes? Voilà, c'est pour le coup un manque total de culture historique et soit c'est de la provocation, soit c'est de l'ignorance. Dans un cas comme dans l'autre, c'est révélateur d'un propos qui est assez dangereux, assez inquiétant. Enfin, l'histoire du communisme, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'histoire pour voir que ça s'est soldé par des morts, des pénuries, des dictatures, et que les modèles de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui en Amérique du Sud sont tous des dictatures où les gens fuient par milliers leur pays. Il y a quand même un discours de Jean-Luc Mélenchon qui est présenté comme étant quelque chose de fort sympathique et qui en réalité est extrêmement angoissant pour l'avenir des libertés publiques dans ce pays. Il y a une mode Mélenchon qui cache... je veux dire, il n'est pas responsable de l'histoire, mais enfin, il est quand même... Non, mais ces deux aspects sont assez vrais. C'est-à-dire que moi, je disais pas, c'était intéressant de voir que c'est plus moderne. J'ai bien compris. Il apparaît comme un bolchevique ou comme quelqu'un d'extrêmement révolutionnaire, alors que son programme, par rapport à celui que Mitterrand mettait en avant en 81, est lui-même assez modéré. C'est essentiellement sur la Constitution. Donc voilà, le débat, c'est est-ce que la 5e, la 6e Constitution, mais c'est pas non plus... Par ailleurs, c'est vrai que ça pose un énorme problème, parce que Mélenchon a effectivement une grande culture historique et politique, et donc quand il dit ce qu'il dit sur le communisme, il le dit
en toute conscience. Et ça, c'est vrai que c'est très, très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui à gauche, et pas seulement à gauche, une sorte de... On mise sur une forme d'amnésie. Et c'est très inquiétant parce que Jean-Luc Mélenchon, normalement, devait se réclamer ou s'est réclamé longtemps d'une culture politique qu'on a appelée antitotalitaire, qui devait essayer de maintenir l'espérance socialiste malgré le désastre du stalinisme et du communisme réellement existant. Et aujourd'hui, il a la tentation, comme beaucoup d'autres, de miser sur l'amnésie et de faire comme si ce qui avait eu lieu au XXe siècle n'avait pas eu lieu. Il mise aussi peut-être Jean-Luc Mélenchon, et c'est ça le paradoxe, sur le vote utile, parce qu'il est peut-être devenu le vote utile de la gauche, devant Benoît Hamon, en tous les cas. C'est le cas à droite aussi, c'est le cas pour le candidat Nicolas Dupont-Aignan, qui justement rejette ce vote utile. On l'écoute, on réagit juste après. Regardez le potentiel électoral, je suis monté à 18%, j'ai énormément augmenté. Tous les sondeurs le reconnaissent, c'est-à-dire le potentiel, c'est est-ce que vous pouvez voter pour Monsieur X ou Madame Y? Et ça, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que les sondages ne prennent pas en compte les 20 millions de Français qui n'ont pas décidé. Et je les appelle à se méfier du fameux vote utile qui les tue depuis 20 ans. Il n'est qu'utile que pour les personnels politiques qui ont abusé du système. Le fameux vote utile qui effraie les candidats qui sont, j'allais dire, moins importants que les favoris. Et pour les favoris, chacun justement parle de ce vote utile, se voit comme le vote utile. Oui, je pense qu'en réalité, ça devrait les effrayer tous. Évidemment, les petits ont intérêt à être inquiets parce que si ça risque les petits entre guillemets, si ça leur faire perdre ça risque de leur faire perdre le peu de voix qu'ils ont. Et en même temps, quel est le vote utile parmi les grands candidats? Si on est un électeur de gauche et qu'on veut un vrai programme de gauche, est-ce qu'il vaut mieux voter pour Mélenchon ou est-ce qu'il vaut mieux voter pour Macron? Est-ce qu'il faut voter pour Macron pour être sûr qu'il soit face à Le Pen plutôt que Fillon? Si on est électeur de Le Pen, est-ce qu'il faut voter le Fillon pour être sûr de ne pas avoir Macron? Ou est-ce que, il y a plein de configurations. Je pense que je comprends bien. Je pense que je comprends bien le discours des candidats qui consiste à dire votez pour moi parce que sinon et après tout qu'importe mon programme si vous m'aimiez ou pas parce que sinon ça va être la catastrophe. Mais je suis pas certain que ça emporte la conviction des électeurs. Et en plus, j'ai même plutôt tendance à croire que c'est un effet contre-productif avec des électeurs qui disent mais moi je vote pour qui j'ai envie. Ah oui, et, en fonction des convictions. Exactement. Ouais. C'est le cas, Jean Bérenbaud? C'est sûr que le vote utile, c'est un peu... Il y a une rationalité, c'est pas toujours futile, le vote utile, mais il y a une rationalité, c'est un calcul. C'est Rémi Lefebvre, le politologue, qui a utilisé cette expression, je veux lui rendre justice. Mais évidemment qu'il y a des calculs, mais c'est souvent, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est par peur. C'est un vote évidemment négatif, c'est une démocratie négative, et c'est l'idée qui va faire le mieux barrage à l'ennemi ou barrage à tel ou tel danger, barrage à Marine Le Pen pour la gauche, barrage au PS ou à la gauche pour la droite et François Fillon. Donc c'est quand même le symptôme à chaque fois d'un déclin du vote de conviction et surtout de cette idée qu'on est toujours dans les candidats du moindre mal. Je vous avais déjà cité une fois ici même cette formule que j'aime beaucoup, je trouve qui est de plus en plus actuelle, même si elle date d'il y a longtemps, de cet écrivain royaliste et chrétien qui s'appelle Georges Bernanos, qui disait « Nous demandons pour nos fils un autre général que le général moindre mal ». Eh bien voilà, aujourd'hui il y a cette tentation, le vote utile, la tentation du vote utile, ou peut-être l'hégémonie presque du vote utile, montre qu'on a le choix qu'entre plein de petits généraux moindre mal, ce qui fait que le vote utile, c'est pas seulement le vote futile, c'est surtout la politique devenue inutile. Et je vous l'ai dit, vraiment, c'est tout le monde qui se considère être, enfin tout le monde, tous les candidats qui se considèrent être le vote utile, comme Philippe Poutou. On l'écoute. On a une campagne qui passe pas inaperçue, on a beaucoup de sympathie qui s'expriment dans toute notre activité. Et voilà, ça nous file la pêche. À notre échelle, on a une dynamique qu'on n'était pas forcément... Enfin, qu'on ne s'attendait pas forcément à tout ça. Bon, on a ça aujourd'hui, donc tant mieux. On a les jours qui nous restent, et ça sera essayer de convaincre que quelque part, le vote utile, c'est nous. Voilà, le vote utile, c'est nous. Donc chaque candidat, c'est le vote utile. Est-ce qu'il y a, selon vous, vous l'avez rappelé tout à l'heure, oui, peut-être un rejet en tous les cas de la part des électeurs par rapport à ce vote utile? Est-ce qu'il s'est inversé? À gauche, on l'a dit, est-ce qu'il s'est inversé en faveur de Jean-Luc Mélenchon, ce vote? Je sais pas si c'est inversé. En tout cas, il y a le fait qu'il s'est inversé pour le PS. C'est-à-dire que auparavant, traditionnellement, il me semble que c'est quand même le PS qui incarnait le vote utile à gauche. On votait PS, c'était la garantie d'accéder normalement au second tour et d'avoir un candidat qui puisse gagner. Bon, là, clairement, c'est pas le cas. Mais
notamment parce que le PS s'est divisé, qu'il y a la branche historique avec Benoît Hamon, la branche des réformateurs avec Emmanuel Macron, et du coup ça a laissé la possibilité pour Jean-Luc Mélenchon d'émerger, de rafler la gauche du PS et un propre électorat de gauche plus contestataire qui était traditionnel. Mais aujourd'hui, je crois que il y a ces hésitations qui sont très fortes au sein de l'ensemble de l'électorat. On le voit notamment à gauche, savoir pour lesquels il faut voter. Et à nouveau, je suis pas convaincu que la stratégie de répéter le vote utile finisse par l'emporter, parce qu'au final, l'utilité, ça n'est qu'une question de préférence personnelle. Oui. Est-ce que l'utilité, c'est dégager quelqu'un, ou est-ce que l'utilité, c'est faire en sorte d'avoir le programme le plus radical, par exemple? Et là, ça dépend de chaque électeur. Il y a un traumatisme, notamment à gauche, évidemment. Il faut se souvenir, Jean Birnbaum, de 2002, quand les 2% d'électeurs de Christiane Taubira auraient pu se reporter sur la candidature de Lionel Jospin. Eh ben, ça ne s'est pas fait. Et c'est pour ça, reste ça dans l'esprit encore aujourd'hui. Le traumatisme du 21 avril a beaucoup fait pour l'espèce d'hégémonie ou de force de domination de ce vote utile, mais dont vous disiez tout à l'heure qu'il n'est pas forcément un vote futile, mais qui peut parfois être un vote fatal, ou en tout cas une tentation fatale, parce que clairement, ça fait du candidat ou de la candidate sur lequel il se porte un candidat dit du système ou un candidat dominant, puisque ça ne peut que être cela. Et donc c'est complètement contradictoire. Par exemple, François Fillon dit à la fois qu'il est le candidat de la rupture, en même temps le candidat du vote utile, ce qui n'est pas complètement... c'est un peu contre-intuitif, comme on dit maintenant. Et Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui cite les Jacobins, la Révolution française, les bonnets phrygiens, etc. Et dire maintenant, les partisans de Jean-Luc Mélenchon ne jurent plus que par les sondages, disent que les sondages sont formidables, etc. Qu'avant, j'allais vous en parler. Oui. Ridicule. Donc c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon devient, disant voilà, c'est nous le vote utile. Forcément, il y a une étreinte mortelle de cette formule chez quiconque, pour quiconque l'utilise. Mais le vote utile, il est souvent basé sur les sondages, parce que ce que peut penser Jean-Luc Mélenchon quand il ne le dit pas, mais s'il pense qu'il est le vote utile, c'est en regardant les sondages par rapport à Benoît Hamon. Justement, faisons un point sur les sondages, Erwan Lenoir. On les critique de plus en plus, c'est toujours comme ça, d'un scrutin à l'autre. Quand on arrive juste avant l'élection, on se dit « Oh là là, on n'aurait pas dû tellement en parler. Est-ce qu'il ne fausse pas un petit peu, d'ailleurs, tous nos débats et les émissions, etc. » Est-ce que les sondages, aujourd'hui, encore une fois, ils doivent être sur le banc des accusés ? Non, pas sur le banc des accusés. Moi, la première fois que j'ai voté une élection présidentielle, c'était en 2002. Donc, je me souviens que les sondages étaient très loin d'approcher le résultat. Mais les sondages reflètent ce que les électeurs disent aux sondeurs. Ils ne font pas l'électorat. En tout cas, je ne crois pas que c'est ce que... ils peuvent influencer l'électorat, mais je ne crois pas que la relation principale se fasse du sens où c'est le sondage qui influence l'électeur. Les sondages, c'est une photographie à un moment donné. C'est-à-dire, si on interroge aujourd'hui les gens pour quelles sont leurs préférences, en l'état actuel des choses, à une semaine du vote, ils nous disent voilà, on a 4 candidats qui se dégagent entre 20 et 25%, et les autres beaucoup plus loin. Mais il peut se passer plein de choses d'ici une semaine. Les électeurs ne sont pas en situation encore d'aller voter, et donc ils peuvent se dire qu'ils ont encore le temps de changer d'avis. Donc il faut prendre les sondages pour qui ils sont, une photographie de l'opinion. Ça n'est pas, les sondages ne sont pas prédictifs. Exactement. Voilà. Mais vous savez ce qu'on dit, Jean Birnbaum, c'est que souvent, ce sont les mêmes échantillons, les mêmes personnes, ou en tous les cas, j'allais dire catégories de personnes qui ont tendance à répondre, et que les sondages peuvent un petit peu laisser de côté une partie de la France qui passerait sous les radars de ces sondages-là. C'est cette France-là dont parle François Fillon. Il espère ce vote caché de cette France-là. D'autres espèrent que cette France-là soit de leur côté. Est-ce que c'est possible aussi qu'une partie de la population ne soit pas ni sondée, ni prise en compte encore aujourd'hui, et que ça peut créer la surprise? C'est complètement possible. De toute façon, la critique des sondages, elle a lieu à chaque échéance électorale, mais elle a été aussi faite de façon extrêmement scientifique ou politique ou intéressante, notamment par le sociologue Pierre Bourdieu et ses élèves, par Loïc Blondiot. Il y a toute une recherche des travaux là-dessus. Donc tout le monde sait maintenant que les sondages sont pleins de failles, pleins de limites, que c'est un outil de mesure qu'on peut utiliser ou pas, et qui sont en même temps complètement à c'est à double tranchant, parce qu'évidemment, par exemple, tous les électeurs de gauche ou les militants de gauche qui sont allés voter à la primaire de droite avec l'idée qu'il fallait soutenir Alain Juppé, etc., et qui en même temps, en faisant cela, en allant voter à la primaire de droite, ont radicalisé toute une partie de l'électorat de droite qui avait l'impression d'être dépossédé de son processus des primaires, et donc qui ont voté encore plus pour Fillon. Tout ça, effectivement, les sondages avec leurs biais et leurs failles et leurs limites sont à la fois un instrument de mesure intéressant pour voir un peu, y avoir une petite idée du paysage. En même temps, on sait qu'il y a 1000 biais et 1000 effets évidemment pervers. Ce qui veut dire à nouveau qu'on disait tout à l'heure le candidat du moindre mal,
mal ou le général moindre mal. C'est que à nouveau, on est dans une espèce de réel politique extrêmement limité et triste parce que on ne vote pas sur une espérance ou un horizon positif, on vote sur un état des lieux avec des sondages qui disent non pas l'état d'une espérance collective, mais d'une peur et d'une dispersion qu'il faudrait et d'un péril qu'il faudrait juste surmonter ou éviter. Ce qui est quand même, je trouve, assez intéressant dans le contexte de fin de campagne, c'est que le vote, avec le retour de cette problématique de vote utile, c'est qu'on a en fait, contrairement à ce qu'on avait pu croire il y a quelques mois, une reconfiguration qui est en train de se faire et qui est en réalité très classique. Où on a un candidat d'extrême droite, comme il y en a toujours, il y en a depuis de nombreuses élections. Il y a un candidat de droite qui est sur un programme assez clairement assumé à droite. Il y a un candidat de centre-gauche et un candidat d'extrême gauche. Et les quatre là sont aujourd'hui entre 20 et 25%. Et donc, la question du vote utile doit se regarder par rapport à ça aussi. C'est de savoir si les électeurs veulent que ce soit la gauche ou la droite, en gros, qui gagne l'élection présidentielle. Et c'est en fonction de ça qu'ils vont se déterminer. Donc, le vote utile est, à mon sens, nécessairement lié aux préférences partisanes et au programme des candidats, parce que, mine de rien, aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place de fait et inévitablement, c'est un retour au clivage gauche-droite qu'une partie d'un candidat ont nié. On avait dit qu'il avait, dont certains voudraient bien qu'il disparaisse. Certains candidats, apparemment, il est encore là. Oui. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que certains vont dire mais le vote utile, c'est un vote débile, il faut voter par conviction, etc. Mais en même temps, le vote utile, ou ce que les gens mettent derrière ça, c'est aussi un moyen de dire aux politiques vous ne prenez pas vos responsabilités, pourquoi on prendrait les nôtres selon vos critères. La gauche, vous avez été incapable de vous entendre. François Fillon, vous accumulez les dénis, les silences, les mensonges, le n'importe quoi. Puisque vous chez vous, c'est le n'importe quoi, laissez-nous faire notre petite bricoler notre comportement à nous, quitte à vouloir un vote non pas utile, mais un vrai vote de conviction. Nihiliste même. Nihiliste même. On verra si ça va jusque-là. Messieurs, comme d'habitude dans le match des idées, je voudrais vous faire réagir à la revue de presse, au quotidien demain. On va regarder les unes ensemble. Celle-ci va vous intéresser, Jean Birenbaum, sur le Figaro. Laïcité, les candidats face au vote des musulmans. Je vous dis qu'elle vous intéresse puisque vous avez consacré un livre qui s'intitule « Le silence religieux, la gauche ». Rappelez-moi le sous-titre. La gauche face au djihadisme. Voilà, la gauche face au djihadisme. Alors là, c'était sur ce thème-là, mais vous abordiez plus largement également les thématiques de la laïcité. Est-ce que ce sont des thèmes qui ont disparu de la campagne aujourd'hui ? C'est un point incroyable. En tout cas, toutes les questions, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, c'est très étonnant. N'arrête pas de railler, de ricaner. Il est là, de ce point de vue, très inscrit dans une vieille gauche qui considère que les histoires de religion, c'est rien, que la religion, c'est rien, que c'est des croyances qui appartiennent au passé, etc. etc. Et Mélenchon, à plusieurs reprises, récemment à Marseille, lors du débat des 11 candidats, à dire voilà, on s'en fout, toutes ces histoires de religion, ça ne sont que des prétextes, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, et Mélenchon a même dit on parle trop des religions. Or, en fait, on ne parle jamais de religion ni de laïcité au sens sérieux du terme. On parle un peu de terrorisme et de sécurité comme un épouvantail ou comme des usages comme ça, avec des usages un peu démagogiques. Mais la question de la religion qui serait prise au sérieux en tant qu'elle structurerait ou pas des croyances et aussi des élans politiques, parce que François Fillon, par exemple, évidemment, a misé, et il y a chez lui beaucoup de déçus. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus par François Fillon, qui sont par exemple des chrétiens, proches ou pas de la Manif pour tous, qui trouvent que le comportement et les actes et les excuses, l'attitude de François Fillon sont très décevants pour eux. Donc la question religieuse, en politique ou pas en politique, est quelque chose d'important. On voit bien que ça structure de plus en plus le débat public. Dans cette campagne, c'est absolument absent, en tout cas d'un point de vue sérieux et frontale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je voudrais juste deux nuances. C'est-à-dire que c'est absent du débat public, du devant de la scène, et en même temps, j'ai l'impression que c'est quand même une question qui est profondément présente dans l'électorat et les stratégies électorales. Vous avez certains candidats qui adressent à gauche et à droite un des électorats identifiés, des électorats religieusement identifiés de manière très claire. Et vous avez aussi une partie de l'opinion, je suis convaincu que toutes les questions hystérisées sur l'islam, par exemple, sur on a vu des débats sur l'avortement pendant la primaire, tous ces débats-là, ils n'ont pas disparu de la société française. Ils sont toujours là, et le fait qu'ils ne soient pas traités dans le débat me laisse conduit à croire que ce n'est pas pour autant qu'ils vont être évacués dans le vote des électeurs. Juste, je voudrais lire le sous-titre du Figaro. Déçu par les années Hollande, la communauté qui vote habituellement à gauche est tentée par l'abstention. La question de la place de l'islam dans la République divise les candidats.
C'est toujours la question du vote religieux. Existe-t-il vote musulman ou pas? Ça, c'est un peu l'éternel débat. Encore plus fragile que les sondages dont on parlait tout à l'heure. Le soi-disant vote musulman est introuvable. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et en même temps, il ne faut pas ignorer qu'il a été traité par les partis politiques, et notamment le Parti socialiste, comme existant. Et donc, il y a eu un discours vis-à-vis de la communauté musulmane, si elle existe, qui a été un discours sur la laïcité, sur une manière... la communauté, elle existe. Est-ce que son vote existe? C'est ça que je veux dire. Mais est-ce que... et ça a été traité politiquement. Et donc, il y a quand même... moi, j'habite dans une banlieue avec des quartiers difficiles, une part de population d'origine immigrée maghrébine qui est très importante. Le ressentiment vis-à-vis de la gauche, il est là. Il est là avec des électeurs qui ont dit... Nous, le vote des étrangers en 2012, on y a cru. Le Tour de France des banlieues de François Hollande, on y a cru. Aujourd'hui, on n'a plus aucune raison d'y croire. C'est pas pour ça que nécessairement on croit à la droite. On n'a plus aucune raison de croire à la gauche. Et donc, il y a une vraie crise, c'est clair, entre l'électorat musulman, pour l'appeler comme ça de manière résumée, et la gauche, alors que il y avait traditionnellement un lien plutôt facile. En tous les cas, par ailleurs, l'enjeu du mariage pour tous est un enjeu très important sur ces questions-là. Libération à présent, l'élection qui passe par la case prison, et on l'a vu avec de récentes protestations des surveillants pénitentiaires. Également une interview de Philippe Poutou. Aucune raison de subir et de se taire. Ouest France à présent, et la Croix d'ailleurs, c'est le même sujet à la une. Les pleins pouvoirs au Turc Erdogan, ce sera dimanche, très important. Les 55 millions d'électeurs doivent se prononcer par référendum sur une réforme qu'on peut qualifier, Jean Birmont, vraiment de radicale de la Constitution. Si c'est un oui, il n'y aura plus de Premier ministre, oui. Donc Erdogan, quid d'Erdogan? En tous les cas, et si c'est un non, ce sont les quasi pleins pouvoirs qui sont accordés. Donc moment important, et au-delà aussi évidemment pour l'Europe, parce que la Turquie et l'Europe, sur plein de questions, sont liés, leurs destins sont liés. Et à nouveau, qui en parle pendant cette campagne et dans les débats pour l'élection présidentielle? Absolument personne. L'international aussi absent, même s'il a fait une incursion évidemment avec ce qui s'est passé, Donald Trump et son action sur le dossier syrien. Mais là encore, malgré le contexte de menace, malgré tout ce qui se passe, une situation bouillonnante, absence aussi. Globalement absent. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est ce matin qu'une embarcation a coulé en Méditerranée avec, je crois, 80 ou 100 migrants. On en parle absolument pas. D'ailleurs, les médias en parlent relativement peu. Alors, les politiques... Jean-Luc Mélenchon en avait parlé dans son meeting à Marseille, mais voilà, mais c'était même avant. Mais tous ces sujets-là, qui sont des sujets qui sont très importants, on n'en parle pas. Mais je crois que en même temps, il y a le Présitrac qui est publié à midi par, je ne sais plus quel institut de sondage, montrait que dans les sujets de conversation et les sujets qui intéressent les Français, de manière assez paradoxale, les sujets de sécurité, d'immigration internationale arrivent très très bas. Et ce sont les sujets de questions sociales, de sécurité sociale et d'emploi qui sont à l'inverse très très hauts. Alors que jusqu'à maintenant, pendant tout le quinquennat, le débat a porté plutôt sur des questions de sécurité, de vivre ensemble, d'islam, de laïcité. C'est à un moment de la présidentielle, c'est plutôt les thèmes plus sociaux qui prennent le pas. Merci en tous les cas, messieurs, pour ce match des idées, cette analyse et ce débat. Dans quelques instants, la suite de votre émission, le grand entretien avec la philosophe Alexandra Leynel-Lavastine. Et puis, non, la revue de presse, on vient de la faire, non, tout de suite, c'est plutôt le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le gouvernement au chevet de l'usine Whirlpool d'Amiens. Reçu par le Premier ministre, l'intersyndicale a obtenu la création d'un comité de suivi qui sera maintenu après l'élection. Le groupe d'électroménager américain a annoncé la délocalisation de l'usine en Pologne pour le 1er juin 2018. Les 290 salariés espèrent que des repreneurs se manifesteront avant cette date. La campagne à droite. La question pénitentiaire fait irruption dans la campagne. Les surveillants de la prison de Villepinte ont bloqué l'établissement pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. La maison d'arrêt accueille actuellement 1117 détenus pour 587 places. Nicolas Dupont-Aignan était sur place aujourd'hui et il a déroulé ses propositions. La réalité, c'est que si on voulait accueillir correctement déjà tous les détenus, il faut 10 000 places de plus pour éviter la surpopulation. Premier point. Deuxième point, il faut, et je propose en tout, 40 000 places, c'est-à-dire 10 000 pour régler le problème de la surpopulation et 30 000 pour régler le problème de l'exécution des peines et éviter de mélanger des terroristes avec des primo-délinquants. La campagne à gauche. Je pense que c'est une diversion
Du protectionnisme, pourquoi? Pour protéger les emplois. Mais une des premières choses pour protéger l'emploi, c'est d'arrêter ces grands groupes qui licencient. Et je ne les entends pas là-dessus s'engager. Ils ne s'engagent pas là-dessus. C'est beaucoup une diversion. C'est une diversion pour justement qu'on regarde l'Europe et puis pour qu'on ne voit pas finalement qu'on est confronté véritablement à une minorité qui tient entre ses mains vraiment les secteurs les plus importants de l'économie et qui les dirige en fonction de leur intérêt individuel, égoïste, et qui fait qu'effectivement on voit ces fortunes s'accumuler à un pôle. Donc il y a un combat à mener contre ces groupes qui sont insatiables, qui n'en ont jamais assez. Marine Le Pen. Le QG de campagne de Marine Le Pen ciblé par une tentative d'incendie la nuit dernière. Le feu a rapidement été maîtrisé au rez-de-chaussée de l'immeuble, endommageant une agence d'assurance. Un groupe affirmant s'appeler Combattre la xénophobie a revendiqué l'action. Le Front National avait déjà réclamé une guerre statique. Le ministère de l'Intérieur étudie un renforcement de la protection des lieux. Entreprise. Une femme à la tête du plus grand syndicat agricole français. Christiane Lambert, seule candidate à la succession de Xavier Belin, disparu soudainement en mars, a été élue à la tête de la FNSEA. Principaux dossiers sur le bureau de la nouvelle présidente, la préparation des prochaines négociations de la PAC et l'installation d'une nouvelle politique du prix pour soutenir les revenus des agriculteurs. International. Bachar al-Assad réplique sur le terrain médiatique. Dans un entretien à l'AFP, le président syrien dément toute implication dans l'attaque chimique qui a tué 87 personnes dans l'ouest du pays. Il dénonce une instrumentalisation de cet événement destiné à justifier des frappes sur son aviation. Bien sûr, il s'agit pour nous d'une fabrication à 100%. Nous ne possédons pas un arsenal chimique et même si nous l'avons, nous ne l'utiliserons jamais. Il existe plusieurs indices, même en l'absence de preuves, car personne ne possède d'informations certaines ni de preuves tangibles. Et à suivre tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin. Mon invitée ce soir est philosophe, historienne des idées, auteure de nombreux ouvrages et elle vient de publier ce livre. Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir aux éditions du Cerf? Bonsoir et bienvenue Alexandra Leynel-Lavastine. Bonsoir Sonia. Alors on va directement commencer avec le titre parce que le titre il est frappant, il est marquant, le titre de votre essai. Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir? Ce encore, qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que vous vous posez la question de savoir est-ce qu'on est encore prêt à mourir pour des idéaux? Alors écoutez, en fait oui, ce livre n'est pas un livre sur la mort, c'est évidemment un livre sur la vie et il me semble qu'en cette période présidentielle, il y aurait une question capitale à se poser, peut-être même la seule, à savoir qu'est-ce qu'un homme véritablement vivant et debout. Et il me semble que c'est un homme ou une femme qui est capable de se demander pourquoi, pour quels idéaux, pour quelles valeurs il serait encore prêt à se battre et, le cas échéant, à mourir. Il me semble qu'en effet, une guerre se gagne d'abord dans les esprits. Je suis convaincue que beaucoup de nos compatriotes l'ont compris et donc cette question ne me paraît ni radicale ni martiale, elle me semble au contraire minimale, d'autant que nous avons affaire à un adversaire, à un ennemi qui lui sait pourquoi il serait prêt à mourir. On va parler de cet ennemi, mais est-ce que vous considérez qu'on ne se pose plus ce genre de questions aujourd'hui? Il me semble qu'on se la pose de moins en moins et qu'on a un peu tendance à abandonner cette question à l'État ou aux institutions censées nous protéger. Or, il me semble que pour qu'un pays se tienne debout, surtout dans des circonstances difficiles, il importe que chacun d'entre nous, c'est-à-dire tous les sans-pouvoirs, se la pose également et que cela ferait toute la différence. Ça nous éviterait, par exemple, quand on a une tuerie au Bataclan, d'aller prendre un pot, de répondre à ceux qui nous tuent, par la platitude du vivre, au lieu de se redresser, de se réapproprier en quelque sorte nos raisons d'être, et de trinquer au vivre et au vivre ensemble, c'est comme si la vie était tout. Mais c'est intéressant. Voilà, si vous aviez été choqué par le mot d'ordre « tous en terrasse », mais on va en parler, vous allez nous dire pourquoi, alors que certains disent plutôt qu'il faut continuer à vivre comme avant et finalement ne pas changer ses habitudes, donc ça c'est important. Mais qui meurt aujourd'hui pour une idée, pour protéger, j'allais dire la nation, le pays? Ce sont les soldats. Ce sont les soldats, bien sûr. Bien sûr. Ce sont encore les seuls aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en parle parce que je crois que votre fils
Mon Et fils est parachutiste et j'en suis très fière. Et je connais mieux maintenant ces jeunes gens que je trouve absolument remarquables. D'ailleurs, je trouve qu'on a tendance à célébrer tous azimuts la France de la diversité, mais jamais là où elle se trouve. Or, parmi les soldats du rang, ils sont tous plus black, beurre et de toutes origines, plus français que français bien sûr tous. Mais cette France-là de la diversité se tient vraiment debout. Alors ces jeunes gens, et votre fils en particulier, qu'est-ce qu'il peut répondre justement? Évidemment, il a vu votre livre, il a dû être, interpellé par la question que vous posez. Oui, bien sûr. Eux se la posent tous les jours. Alors ils savent parfaitement pourquoi ils seraient éventuellement prêts. Mais en même temps, je trouve que ce pays honore bien mal ses combattants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que justement le soldat et les valeurs qu'il incarne, les vertus, l'abnégation, le courage, la capacité aussi à faire abstraction de soi, le dévouement, tout ça fait que le soldat est un peu devenu l'impensé de nos sociétés, comme s'il était devenu impossible, comme si les vertus dont il est l'expression ne sont plus accessibles à un certain nombre de nos contemporains, ou plutôt au petit monde médiatique, intellectuel et politique. Et par exemple, la semaine dernière, on a eu quand même 2 morts français dans le cadre de cette drôle de guerre. On a un jeune homme de 28 ans, père de 2 enfants, un jeune caporal-chef tué au Mali. Qui en a parlé? Quasiment personne. On a eu une petite cérémonie discrète aux Invalides mardi. Je n'ai pas souvenir qu'on a eu beaucoup de caméras. Et la façon dont un pays traite ses soldats en dit long sur sa santé morale. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont le journal 20 minutes a couvert la chose. On avait un sujet sur le deuil de nos amis les bêtes, avec une manchette en gros titre. Perdre son animal préféré fait un mal de chien, pleine page, et en tout petit à gauche illisible, un soldat français trouve la mort au Mali. Il la trouve, donc il l'aurait peut-être un peu cherché. Notre société actuelle aujourd'hui ne montre pas assez ce qu'elle doit finalement à ces soldats. Vous l'avez dit, qui non, sont vous la marque voyez, du 20 courage, minutes, de le soldat tué, c'est moins qu'un Ça, c'est les médias, mais les gens, j'allais dire les vrais gens, la société. Alors, les vrais gens... Ils aiment leurs soldats, ils aiment leur armée. Oui, d'ailleurs, d'après un sondage tout à fait récent, ils jugent l'armée l'institution la plus représentative des valeurs républicaines. Ça, c'est intéressant. Par contre, je trouve que plus haut, au niveau du pouvoir politique, ce respect n'est pas au rendez-vous. Ils travaillent dans des conditions extrêmement pénibles. Il faut savoir qu'ils patrouillent avec 15 ou 20 kilos sur le dos, parfois 30 km par jour. Les plus endurcis sont brisés. On n'a pas les effectifs. C'est la même chose que pour la police. C'est-à-dire que nos dirigeants ont quand même 15 ans de retard à l'allumage. Et ce n'est pas rattrapable du jour au lendemain, donc on leur demande énormément. Et selon vous, j'allais dire, non pas ce manque de respect, ce n'est pas un manque de respect, mais parfois cet oubli qui ne devrait pas en être un, c'est une forme de décrépitude, dites-vous, morale de nous-mêmes, de notre société. Oui, parce que justement, on n'arrive pas à comprendre qu'il s'agirait précisément d'opposer à nos ennemis un sacré laïque. C'est quoi un sacré laïque? Pour moi, c'est un certain nombre de valeurs non négociables dont on considère qu'elles nous engagent absolument. Quand je dis nous, c'est tous, européens, musulmans, pas musulmans. Et on oublie aussi que dans une démocratie qui ne prend plus ses ordres ni du ciel ni de la tradition, finalement, nos valeurs fondatrices ne se maintiennent que de notre éventuelle disponibilité à leur sacrifier quelque chose et éventuellement, c'est bien sûr une sorte d'horizon pour guider l'action, de notre vie même. D'ailleurs, sacré et sacrifice, c'est la même étymologie. Et je fais souvent référence à ce philosophe et dissident tchèque, Jan Patočka, qui avait été assassiné par la police politique en 1977 et qui, dans son testament spirituel, a cette phrase sublime, il dit « Une vie qui n'est pas disposée à se sacrifier à son sens ne mérite pas d'être vécue. » Autrement dit, elle se vide de sa substance et s'avilit. Alors, le pot en terrasse, pourquoi pas? Bien sûr que la vie doit reprendre ses droits, mais cela ne suffit pas. Mais vous estimez, quand vous dites « ne suffit pas », vous estimez qu'une guerre se gagne d'abord dans les esprits et que nous ne sommes pas suffisamment armés dans nos esprits? Oui, parce qu'avant de reprendre ses droits, la vie doit se reprendre elle-même. Et donc, cela signifie qu'il y a des principes plus essentiel que la vie. Et par exemple, l'été meurtrier 2016, me semble-t-il, l'a encore démontré. Bon, on se souvient des attentats, bien sûr, à répétition. Le sang avait à peine séché et qu'imposait-on
aux victimes et à leurs familles en guise de linceul l'injonction extatique du vivre ensemble, sans exigence ni condition. C'est très différent du bien vivre ensemble. Alors on est censé donc avoir le bonheur de partager le monde avec des milliers d'énergumènes radicalisés et fichés S, alors même qu'on n'a pas les effectifs pour les surveiller. Et je me souviens aussi du propos du préfet du Rhône, hallucinant, qui est passé presque inaperçu, et qui a rapproché les tenants de l'islamophobie en France. On a envie de dire au président du collectif que vous aviez si bien recadré l'autre jour, combien de morts et de blessés déjà, des nazis. Et juste un instant, Alexandra Lelena, je vous écoute avec attention, mais est-ce que vous ne croyez pas, parce que là, je vous fais une critique, et j'ai bien lu votre livre, des médias, sûrement parfois à raison, et j'en prends ma part. Vous dites qu'après... Ah non, parce que vous êtes une exception, non, j'en prends ma part. Vous dites qu'après chaque attentat, il y a une forme de prêt-à-penser qu'on plaque, etc. Mais pour les citoyens, après tout ce qui s'est passé, est-ce que vous ne pensez pas justement, vu leur, j'allais dire, leur attitude, qu'ils sont armés dans leur tête, beaucoup plus finalement que ceux qui les représentent aujourd'hui, politiquement ou médiatiquement ou que sais-je? Ils sont sans doute mieux armés, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais néanmoins inquiets. Ils ont peur, et c'est une peur légitime que celle qu'inspire l'islam radical. Mais comme ils ont l'impression que le sujet a quasiment disparu de cette campagne, ce qui est quand même assez étrange, enfin, on va élire tout de même le président d'un pays en guerre, étant donné qu'une guerre nous a été déclarée. Eh bien, ils ont un peu tendance à vouloir renverser la table, et renverser la table, ça peut aussi vouloir dire voter Marine Le Pen. Donc, il me semble qu'à continuer à osciller entre la sidération à chaque lendemain d'attentat et le déni, et puis à se donner éternellement rendez-vous sur les plateaux de télévision après chaque attentat pour se demander pourquoi on n'a pas eu le brin de jugeote qui nous aurait permis de mieux nous défendre. Bon, outre que ça offre un spectacle un peu grotesque au monde, il faut en avoir conscience, je crois que ça nous emmène droit dans le mur, d'abord parce que ça fait en effet le bonheur du Front National, ça fait aussi le bonheur de Mélenchon qui dit « moi je suis candidat de la paix ». Bon, c'est intéressant. Ils ont d'ailleurs en commun de mettre tous les deux, de parler des musulmans en général, l'extrême gauche et l'extrême droite. Et vous pensez que sur ce sujet-là, la campagne, elle a été presque... elle est absente, anesthésiée. Oui, tout à fait. Et ça me frappe énormément. C'est très dangereux parce qu'on va... Qu'est-ce qu'on fait ce faisant ? On encourage les extrêmes et on encourage les salafistes à continuer de menacer le pacte républicain. Et puis, on risque aussi de finir le job de Daesh, c'est-à-dire quand on aura... Ben oui, parce que quand on aura plusieurs attentats consécutifs avec des centaines ou des milliers de morts, ce qui peut se produire, eh bien, jusqu'à présent, les Français se tiennent très bien. On n'a eu ni ratonnade, ni incident majeur. Personne qui a l'idée d'aller faire des cartons sur des barbus. Mais là, les gens peuvent basculer dans une sorte d'hostilité indiscriminée à l'égard de tous les musulmans. Donc vous dites attention, il faut répondre à leur inquiétude au-delà d'ailleurs, c'est une angoisse profonde. Y répondre autrement que le fait Marine Le Pen, bien sûr. Par un nouveau sacré qu'il faut opposer à nos adversaires. Mais vous dites aussi, ça m'a intéressé dans votre livre, la partie n'est pas jouée. Vous pensez, vous, en votre fort intérieur, qu'un réveil des consciences est encore possible? D'après ce que vous m'avez dit, j'ai l'impression que vous êtes plutôt pessimiste. Là. Je suis un peu pessimiste, mais je pense que ça dépendra beaucoup aussi du discours des élites. Parce qu'ils s'autocensurent énormément et donc les gens sont un peu désemparés. On n'appelle pas un chat un chat. Et c'est ça qui est le plus, me semble-t-il, le plus tragique. Et ça me rappelle un peu la fameuse phrase de Churchill. Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre dans les années 30. Eh bien, vous avez choisi le déshonneur, alors vous aurez la guerre. C'est un peu ça, me semble-t-il, qui risque de nous pendre, qui nous pend au nez, finalement. Il faut donc davantage, vous dites, se référer et évidemment respecter et mettre à l'honneur nos soldats pour s'inspirer finalement. Oui. D'ailleurs, il y a une citation qui me vient à l'esprit, celle de Paul Celan, le souffle combattant. Oui. C'est cela. Il faut un petit peu s'inspirer. Oui, il me semble. Que ce souffle infuse, tout simplement. Oui. Et puis il y a une très belle phrase de Baudelaire que j'adore qui dit « Il n'y a de grand en l'homme que le poète, le prêtre et le soldat. Celui qui chante, celui qui bénit et celui qui sacrifie et se sacrifie. » Et il finit par ces mots « Le reste est bon pour le fouet ». J'aimerais que notre classe politique se récite cette phrase et la médite. Mais normalement, c'est en ce moment qu'elle devrait le faire. C'est un moment qui est crucial. Si elle ne le fait pas aujourd'hui, vous vous dites attention, le réveil de conscience doit avoir lieu maintenant parce que quand on vous lit, les Français le demandent. Mais oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de partir au 21e... Enfin, on est parti au 21e siècle d'une idée folle, mais aujourd'hui capitale,
qui voudrait que pour se débarrasser des tragédies du XXe siècle, eh bien, il suffirait de se débarrasser du tragique même, c'est-à-dire, entre autres choses, du surgissement inattendu d'un ennemi, et puis aussi de la nécessité de faire parfois des choix douloureux qui nécessitent qu'on tranche dans le vif. On voudrait gommer ce tragique, oui, alors qu'il est là, oui, qu'on l'a connu. Absolument, et il va revenir au centuple si on continue de se bercer de cette illusion. En tous les cas, c'est un signal d'alerte, d'alarme, vraiment, pour un réarmement, vraiment moral, des esprits et un réveil de conscience. Que chacun peut renouer en lui-même avec la figure du combattant et que beaucoup de gens y sont prêts. Comme vous le faites donc avec un lien filial, et votre fils exactement. Alexandra Leinel-Lavastine, pourquoi serions-nous encore prêts à mourir aux éditions du CERF? Merci d'avoir été notre invité. Sonia. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. J'observe que Pierre Gattaz, d'abord, a rompu un principe selon lequel, pour un responsable d'un syndicat patronal, rentrer dans la campagne électorale comme celle-là, choisir les candidats et décider de mettre dans le même sac le candidat socialiste et le Front National. Bon, bah écoutez, c'est d'abord méconnaître l'histoire, l'histoire dont moi je suis l'héritier et l'histoire dont est héritière Marine Le Pen. Et je trouve que ça va très 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 loin. Et je vais même vous dire, cela a choqué des patrons. À l'étage, François-Noël Buffet, soutien de toujours, a réuni les élus de la région. Mais le candidat ne passera pas les voir. C'est son possible futur Premier ministre François Baroin qui est donc chargé de les mobiliser. Salut, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va. Bon écoute, on t'a mis 200 élus, là t'as des toubibs. François vient. Et il veut pas venir avec les élus. Bah écoute, j'en sais rien, j'aimerais bien savoir. C'est dommage, il y en a 200 là. 200 élus? J'en ai mis 200 là. Bonjour, qu'est-ce qu'on leur raconte? On leur dit qu'il faut être mobilisé, tu leur parles un peu des budgets, ils comprennent ce que ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de rond. Et puis voilà. Ah oui, d'accord. Et en avant. Je vais te présenter mon tour. Au milieu des élus, c'est la grande famille de la République, c'est la grande famille de la démocratie. Nous sommes aujourd'hui engagés à 12 jours de ce premier tour de l'élection présidentielle dans une mobilisation et une reconquête forte. La victoire est à portée de main. Moi, ce qui me frappe, c'est la normalisation du Front National. J'avais couvert cette campagne 2012. En 2012, le statut de Marine Le Pen n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et ça, c'est très frappant. La deuxième chose, c'est que quand même, vous disiez à l'instant, pas d'inquiétude. Si, moi, je sens de l'inquiétude. En tout cas, il se trouve qu'hier, je parlais des élections présidentielles françaises à l'Université de Genève. Et toutes les questions étaient sur le thème, est-ce qu'il y aura un second tour éventuel Mélenchon-Le Pen? Est-ce que la France va vers une révolution? Est-ce qu'on va vers les cassures françaises? Quand même une vision assez apocalyptique de ce qui pourrait se passer après le 7 mai. Nathalie Arthaud reçoit Change.org. Les ambassadeurs de cette plateforme citoyenne lui soumettent les 10 pétitions les plus signées par les internautes. 233 000 d'entre eux demandent par exemple la reconnaissance du vote blanc. C'est une revendication démocratique importante. C'est aussi un moyen de lutter contre l'abstention. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il y aurait bien d'autres choses à faire de façon plus active. Et d'ailleurs, je pense que faire de la politique, c'est pas seulement voter. Pour moi, c'est aussi manifester, c'est aussi faire grève, c'est aussi se rassembler, c'est aussi s'organiser. Au service gériatrie, chaque passage dans une chambre peut prendre du temps, mais du temps, elle dit ne plus en avoir, avec le sentiment parfois d'être à la limite de la maltraitance. Je penserais un petit peu plus, effectivement. Ça améliorerait les conditions, on ne serait pas dans cette recherche, je dirais, presque de rentabilité. Les gens autonomes, vraiment autonomes, on n'en a plus. Même s'il est autonome physiquement, il peut avoir des troubles cognitifs, donc le temps que je lui explique. Il peut être sourd, le temps qu'on commence une communication. Ça peut prendre du temps. Il y a moins de place pour l'humain, ça vous dit? Ouais. On est sur la technique, l'aspect médicamenteux, l'aspect soignant, le soin de base. Mais du coup, ouais, le relationnel, c'est l'aspect humain, ouais, ça se perd un peu, c'est dommage. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, comme d'habitude, c'est Territoire d'Info. L'invité, c'est Alexis Corbière, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir dès lundi, 22h, pour une nouvelle semaine. Merci encore. Belle fin de soirée à vous.